Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Pour cette cinquième de Plan B, on a l'honneur et enfin le plaisir de recevoir Daniel Obono, qui est aujourd'hui député de la 17e circonscription de Paris dans le groupe de la France Insoumise. Vite fait pour revenir sur le parcours de Daniel, elle est née à Libreville au Gabon et elle a commencé son engagement militante en tant que militante associative en France. Elle est diplômée d'histoire. Elle avait commencé une thèse sur les mouvements sociaux au Nigeria. À en croire Wikipédia, elle a assisté au démontage de McDo à Millau avec José Bové. Elle a été membre de la direction du NPA pour la tendance convergence et alternative. Elle a participé à la création du Front de gauche, à la création de la France insoumise. On reviendra sur son parcours au début de l'émission. Aujourd'hui, elle est députée et elle travaille notamment sur les questions de justice, de pérennisation de financement des associations, de lutte contre les féminicides, très récemment sur les questions de drogue. Elle porte un nombre très important de sujets et c'est vraiment un plaisir, Daniel, de te recevoir ce soir. Comme d'habitude, le chat, il est là, n'hésitez pas à réagir, poser vos questions. On est aussi sur Facebook, donc on a également un œil sur Facebook. On pourra aussi poser vos questions si vous n'êtes pas sur Twitch. On sera attentif à tout. Bonsoir et sans plus tarder, hop, on commence. Daniel, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta trajectoire? Comment est-ce qu'on passe d'un engagement associatif, puis dans un courant du NPA? Ton parcours, il est assez fascinant d'un point de vue extérieur. C'était quoi ton premier engagement? Peut-être qu'on peut aussi revenir sur cette histoire du McDo à Millau. Oui, oui, mais écoutez, bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette conversation, cette soirée de débat et d'échange. Alors déjà, pour l'histoire du McDo, alors je n'étais pas présente au démontage du McDo, j'étais présente un an plus tard lors du procès pour soutenir José Bové qui avait effectivement démonté un McDonald's, un restaurant McDonald's, pour protester contre le développement des OGM. Et c'est un des chemins de mon parcours militant qui m'a conduit à Paris ensuite. Je viens de Montpellier à la base et qui m'a conduit aussi à l'Assemblée. Donc j'ai commencé en fait à militer en vérité au lycée contre le Front National. Je crois que la première action militante auto-organisée à laquelle j'ai participé et que j'ai co-organisée, c'était contre la présence de représentants du Front National dans le conseil d'administration de notre lycée, parce que c'était juste après des régionales où la droite s'était alliée à l'extrême droite dans le sud. Et donc, ils avaient eu des représentants dans les établissements scolaires au lycée. Et donc, on a monté une campagne avec des camarades délégués de classe. Et voilà. Et donc, ça a été un peu la première action militante. Et puis, c'est vrai qu'ensuite, je crois que un an ou 2 ans plus tard, il y a eu la mobilisation, les débuts de la mobilisation altermondialiste et cette mobilisation à Millau en soutien à José Bové, qui m'a fait rencontrer des militants politiques et notamment des militants aussi d'Attaque, l'association Attaque qui commençait en fait ces années-là autour des questions de mondialisation financière et de taxation en fait des transactions financières. Et donc voilà, c'est dans cette période un peu d'ébullition militante, altermondialiste, antifasciste que je suis tombée dans le bain militant et que je me suis engagée en politique. Ça fait presque 20 ans maintenant, et ne me rajeunit pas. Donc voilà un peu comment j'ai commencé à militer. Et j'étais particulièrement active en arrivant à Paris, à la fac, après 2 ans en prépa à Montpellier, et où, du coup, en arrivant, ayant rencontré ces militants-là à Millau, on a tout de suite été entraînés dans les premières grandes mobilisations altermondialistes. Je crois que c'était un contre-sommet par rapport à l'Union européenne à Nice en 2000, décembre 2000. Je crois que ça a été la première mobilisation auquel j'ai participé de ce mouvement-là, où on a organisé des cars pour aller à Nice et pour contester en fait voilà la marche néolibérale de l'Union européenne. Et voilà, ensuite ça s'est enchaîné. Un gros moment, ça a été
la mobilisation à Gênes en 2001 des mouvements sociaux européens et ça a été particulièrement marquant parce que à cette occasion, un jeune militant italien a été a été tué par les policiers de Berlusconi à l'époque, qui étaient au pouvoir en Italie, et ça a créé un grave traumatisme et aussi une réaction de classe et de masse absolument extraordinaire parce que à ce moment-là, en fait, les organisations politiques et syndicales ont décidé d'appeler en fait des milliers de personnes à travers l'Italie à venir manifester. Et voilà, ça a été un tournant de ce mouvement-là. Ensuite, il y a eu les grands sommets du Forum socio-européen. Et voilà, et donc j'ai été entraînée dans cette vague-là. J'ai l'impression un peu de parler d'un autre monde. En fait, c'était au siècle dernier et voilà, ça a l'air. Même pour moi, ça fait loin déjà, mais ça a été vraiment fondateur, moi, de mon engagement politique, d'être impliquée dans des mouvements de masse, dans des mouvements internationaux et internationalistes. Je crois que c'est une dimension importante de mon engagement. Et voilà, en fait, pour dire un peu les débuts, au début des années 2000, comment je suis entrée dans l'engagement en fait militant, collectif et politique au sens large. Tes premiers engagements, ils étaient notamment au NPA, donc dans des organisations qui se disent révolutionnaires, et t'en es peu à peu venu à une gauche qui assume de vouloir prendre et exercer le pouvoir, qui fait des scores plus conséquents aux élections. Comment il y a eu cette mutation au fur et à mesure de ta trajectoire? Comment t'es passé en fait notamment donc du NPA au désir de participer à la naissance du Front de gauche, puis la France insoumise? En fait, moi, quand j'ai commencé à militer, justement, il y a toujours eu en fait une dimension mouvement, donc même très mouvementiste. C'est-à-dire, j'avais rencontré aussi des militants politiques à l'époque qui faisaient partie d'un tout petit groupe d'extrême gauche, de trotskistes, qu'on appelle trotskistes. Alors, je vais vous passer des détails fascinants des différentes branches de l'extrême gauche française et internationale, hein. Mais ça m'a aussi beaucoup formée parce que ça m'a introduit aux penseurs du marxisme, à Marx, Lénine, Trotsky. Et donc, ça m'a donné aussi, je pense, une boussole politique, théorique assez importante. Et ça, dans un mouvement de masse. Et je pense que ça, c'est une dimension extrêmement importante. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée après une période qui avait été très dure quand même pour les militants politiques, les années 90, surtout d'extrême gauche, où voilà, il y avait peu de gros mouvements. Moi, quand je suis arrivée euh, quand je me suis impliquée, tout d'un coup, il y a eu ce mouvement altermondialiste, il y avait des manifestations dans toute l'Europe, et voilà, un peu un renouveau après 95 et les grandes grèves. Et donc voilà, on a été dans cette nouvelle période en fait de mobilisation sociale. Et donc voilà, moi, ce qui m'a formée, c'est à la fois une boussole politique très marquée, donc marxiste, léniniste, trotskiste, et puis vous pouvez rajouter tous les ismes de ces courants de gauche radicale, anticapitalistes, et en même temps, ben, être dans le mouvement, quoi, et être inscrit dans ces grandes mobilisations. Et en fait, c'est ça qui m'a porté dans mon militantisme, puisqu'il y a eu des périodes successives, en fait, des vagues successives de mouvements. Il y a eu donc les grands mouvements altermondialistes avec les forums sociaux, puis le mouvement anti-guerre, qui a été aussi un moment fondateur, avec notamment la manif de 2003, février 2003, contre l'entrée en guerre en Irak, qui a été un mouvement mondial. En fait, ça a été une manifestation absolument incroyable auquel j'ai participé en France et où on a organisé aussi ces mobilisations. Et en fait, ces mouvements-là, en tout cas de leur dimension internationale, sont aussi entrés dans le champ plutôt franco-français avec tous les débats qu'il y avait sur la place des politiques et des organisations politiques dans ces mouvements. Et puis, euh, et puis 2002, c'est la première fois que l'extrême droite arrive au second tour. C'était Jean-Marie Le Pen. Et donc, c'est un choc extrême voilà, pour tous les gens, bah, tous les citoyens, la France entière, mais particulièrement dans nos milieux, dans ce qui était devenu mes milieux de gauche radicale. Et donc, des débats sur comment on fait face à l'extrême droite. D'autant que à ce moment-là,
Il y avait aussi les candidatures, la première candidature d'Olivier Besancenot qui faisait 5%, etc. Donc voilà, du coup, on va dire que mon engagement, c'est c'est de plus en plus ancré dans les débats français. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis engagée euh, à la LCR, qui est devenue le NPA, mais dans un mouvement où c'était aussi des débats sur comment est-ce qu'on s'unit avec d'autres, en fait. Donc ça, c'est la deuxième dimension, je crois, de mon identité politique, c'est cette dimension d'unité. Aujourd'hui, nous, on parle de fédération à la France insoumise, mais cette idée que voilà, il faut rassembler des forces de sensibilités différentes, mais voilà, qui représentent une histoire et surtout une perspective de remise en cause du système, de contestation de la forme actuelle néolibérale, économique, sociale et écologique. Et donc voilà, il y avait notamment en 2005 les débats autour du traité constitutionnel européen qui ont donné lieu en fait au développement de collectifs unitaires partout en France et qui ont participé voilà, à une grande campagne avec des justement attaques, des mouvements sociaux, des syndicalistes et puis des mouvements politiques. Je crois que c'est à cette époque-là aussi que Jean-Luc Mélenchon, que je ne connaissais absolument pas du tout, avait pris position. Il était encore dans le Parti socialiste et il avait pris position. Il avait fait partie en fait de toutes ces forces avec Olivier. Beauvais à l'époque. Et voilà, il y avait je crois que c'était Marie-Georges au Parti communiste encore. Et voilà, donc il y avait eu cette dynamique extraordinaire à la fois de débat démocratique sur un sujet ultra complexe, mais en fait, finalement, où il y a des milliers de gens en fait, se sont emparés d'un débat et ont renversé en fait la vapeur, ce qui était donné gagnant, et sur une base progressiste, parce que il y avait une bataille, et je pense qu'on l'a gagnée par rapport à l'extrême droite, voilà, qui avait aussi une opposition, mais une opposition sur des bases nationalistes, xénophobes, etc. Et donc il y a eu ce mouvement qui a trouvé aussi ses sources dans justement le mouvement altermondialiste, les expériences en plus, c'était sur la question européenne. Donc, nous, on partait, en tout cas, moi, je me situais dans cette dynamique-là, en fait, internationale et internationaliste de contestation de l'Union européenne, mais vraiment sur des bases, voilà, où on rencontrait dans des sommets européens des Italiens, des Allemands, enfin, des militants et des citoyens de toute l'Europe, en fait. Et autour du débat en 2005 en France, c'est là en fait où on s'est rendu compte qu'on pouvait être majoritaire électoralement, au sens où voilà, il y a eu un non majoritaire, et dans ce non-là, même si beaucoup de gens ont voté, il n'y avait pas que les gens de gauche qui ont voté non, mais ce qui a prédominé dans ces débats-là à l'époque, c'était vraiment les arguments. On a réussi en fait à renverser la vapeur, à faire mentir les sondages et à poser des débats en fait voilà de une Europe sociale contre l'Europe néolibérale. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu ça, on va dire, l'atmosphère politique et sociale et militante qui m'a fait, en fait, voilà, d'abord prendre conscience de notre force collective, de la force de force d'organisation et de mouvements qui se mettent à se battre ensemble avec un objectif commun. Et donc, à partir de 2005, il y a eu tous ces débats pour euh, unir cette gauche antilibérale, anticapitaliste. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais à la LCR, qui est devenue le NPA sur une dynamique, sur cette dynamique-là. Et dans le NPA, ben, moi, j'ai défendu le fait que ben, il fallait aller plus loin en fait que simplement l'extrême gauche. Il fallait s'adresser ben, au Parti communiste, il fallait s'adresser, y compris ben, à celles et ceux dont, voilà, en premier lieu Jean-Luc Mélenchon, quand il a décidé de sortir du Parti socialiste et de rompre en fait sur une base du coup antilibérale et altermondialiste quoi, sur cette perspective de voilà, fallait faire autre chose que la gauche de gouvernement qui se compromet, etc. Et voilà, et donc c'est comme ça en fait que je suis arrivée. Donc dans le NPA, on n'a pas réussi à convaincre une majorité de nos camarades en fait de s'allier avec quand Jean-Luc Mélenchon est sorti du Parti socialiste et a créé le Front de gauche. Donc avec d'autres, j'ai rejoint le Front de gauche, on a créé un courant et voilà, c'est comme ça qu'on a fait cette première campagne de 2012. Enfin, je fais fast forward sur plusieurs années, mais en essayant de donner quelques points de repère historiques. Donc 2005,
2007. Du coup, c'était les débats sur est-ce qu'on a un candidat commun des mouvements altermondialistes et des mouvements antilibéraux. Ça n'a pas marché, mais il y a eu une nouvelle candidature Besançon qui a permis d'élargir la base de l'extrême gauche et qui a créé le NPA. Et ensuite, en 2009-2010, quand Jean-Luc Mélenchon est sorti du Parti socialiste et a créé avec les communistes le Front de gauche, donc c'est là où j'ai rejoint ce mouvement-là, voilà, sur la base de voilà, une perspective d'être majoritaire, de contester l'hégémonie du Parti socialiste. Qui en plus a été au pouvoir et qui en plus voilà, a fait la politique que l'on sait au pouvoir. Et voilà. Et donc c'est là où je suis arrivée un peu sur la grande scène où on a commencé à s'adresser vraiment à des millions de personnes et où j'ai participé à la campagne donc, de 2012 et puis voilà 2017 et voilà. C'est un peu ça les bifurcations. Enfin, je sais pas si non, c'est pas vraiment une bifurcation en fait, c'est plus le sens un peu de ma trajectoire qui s'est construit en fonction à la fois des mobilisations et puis des débats politiques qu'il y a eu à des moments clés de l'histoire des luttes de notre pays, quoi. Merci beaucoup. Alors, il se passe pas mal de choses dans le chat. Déjà, je voudrais remercier Emmanuel Husson et So on the Moon qui nous ont suivis sur Twitch depuis le début de l'émission. Mhm. Bonsoir, bonsoir à Pierre Moscow-Mule qui vient de nous rejoindre euh, sur Facebook. Il y a Badine Effrelon qui dit: Je suis de tout cœur avec vous, Madame Obono. Oui. Et du coup, on a quelques questions dans le chat. Alors, il y en a pas mal. On va les prendre au fur et à mesure. Mais il y a Miss Rougounette qui dit sur le NPA, est-ce que Daniel pense que la direction va être raisonnable et faire ce qu'il faut pour 2022? Et je vais prendre aussi la question de Mohamed M 1211. Comme vous évoquiez 2002, comment expliquer qu'entre 2002 et aujourd'hui, l'extrême droite ait progressé de façon à ne plus représenter une surprise, entre guillemets, comme c'était le cas à l'époque de Le Pen père? Du coup, je pense qu'on peut déjà prendre ces deux questions, puis on reviendra sur les autres après. Ouais. Alors sur le NPA, je ne saurais pas vous dire. En vérité, moi, j'ai des contacts très, très cordiaux et de camaraderie avec les militants de ce mouvement, mais je n'ai plus aucune idée de quels sont les débats et les stratégies. Je sais que on a, je crois, construit depuis 2017 ensemble des luttes et on a souvent été, en fait, quasiment toujours été, je pense, dans le même sens. Je crois que la, la campagne euh, avec Philippe Poutou à Bordeaux, avec Loïc Prudhomme, député de Gironde LFI, et ce qui est en train d'être construit aussi en ce moment sur les régionales avec Clémence Guettet, a montré en fait qu'on était capable de non seulement d'être ensemble dans les luttes, mais aussi d'être ensemble dans la mobilisation électorale et que ça donnait de belles dynamiques avec des, des beaux résultats et voilà, des élus. Pour moi, ça compte en positif. Après, voilà, si la question de la raison, c'est pas toujours ça qui prime. On va dire que voilà, chacun voit la raison à sa porte, quoi. Et moi, si j'ai quitté aussi à un moment donné le NPA, c'est que je trouvais que il y avait une attitude, euh, peut-être pas, j'allais pas dire sectaire, mais euh, où à un moment donné, en fait, la question de la prise du pouvoir ici et maintenant et d'être majoritaire n'était pas pensée. Il n'y avait pas de stratégie, en fait, au-delà de ce qu'on pouvait défendre sur la grève générale, etc. Et qu'à un moment donné, on dit, bon, en fait, la question, c'est est-ce qu'on veut gouverner, quoi? Est-ce qu'on veut être majoritaire dans le pays? Comment on fait? Et donc, d'une certaine manière, de s'inscrire dans le cadre institutionnel actuel qu'on veut. Et moi, je me considère toujours comme une marxiste, une révolutionnaire. Et donc, l'objectif, c'est de faire une révolution, c'est-à-dire de changer les règles du jeu, de changer le fonctionnement du système. Donc, c'est plus la stratégie qui diffère peut-être avec les camarades du NPA.
Donc voilà, je pourrais pas dire, peut-être que d'autres là, dans le chat ou sur Facebook, auront plus d'infos sur quels sont les débats actuels dans le NPA. Est-ce que ça se profile? Je crois que quand même, et ça rejoint peut-être la deuxième question, on vit quand même un moment assez à la fois terrifiant et en même temps où il y a beaucoup de clarifications qui se font, quoi. Et à un moment donné, soit si on croit à ce qu'on on dit et ce qu'on analyse de ce que représente au-delà enfin, même pas tant l'extrême droite aujourd'hui, enfin, pas malheureusement, mais c'est le pouvoir macroniste, quoi, et les politiques qui sont mises en œuvre par la Macronie et le discours politique qui s'extrême droitise très clairement. On pourra peut-être revenir dans la discussion avec la manif du 19 mai, mais même avant, en fait, moi quand même, nous on a commencé notre mandat en 2017 par un texte un texte sécuritaire, la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, où il y avait déjà des remises en cause hallucinantes de l'état de droit. Et en fait, on a continué comme ça. Donc, ce qui a pu apparaître comme une accélération, un tournant, pour beaucoup de l'extérieur, moi, ce que j'ai vu de l'intérieur, c'est vraiment une accumulation progressive et puis un basculement qui s'est fait sur les dernières années, pour plein de raisons par ailleurs. Donc voilà, si on croit à ce qu'on dit et qu'on pense que il y a un enjeu mais démocratique au sens même, la capacité du peuple, de la classe à pouvoir s'exprimer, à pouvoir se mobiliser, parce que c'est ça en fait qui est en jeu aujourd'hui, le simple fait d'aller manifester. Enfin, on est passé à une époque où, moi quand j'ai commencé à militer, je suis née au Gabon, j'étais de nationalité gabonaise et d'une certaine manière, j'étais assez inconsciente parce que, voilà, je vous dis, j'ai participé à des mobilisations altermondialistes qui allaient aux quatre coins d'Europe où, voilà, on encerclait des zones rouges de sommet, enfin, on faisait des trucs où je me dis, rétrospectivement, aujourd'hui, sans même parler d'état d'urgence sanitaire, vu la répression, je suis pas sûre que, alors peut-être que je le referais, mais moi, je me suis jamais sentie en danger. Alors, c'était par inconscience, de par mon statut. Aujourd'hui, je pense que voilà, on est quand même dans un moment où même des gens avec des papiers français, avec une nationalité et qui sont pas dans une précarité administrative ou autre, ne vont plus manifester par peur, en fait, de se faire réprimer. Donc, c'est la capacité même, en fait, de notre classe sociale, des ouvriers, des salariés, des employés, à exercer un droit basique, quoi. On ne parle même pas de faire la révolution, quoi. On parle juste d'aller manifester. C'est même pas la bagarre. Donc on est à ce niveau-là, en fait. Et moi, je pense que quand on est révolutionnaire, même si on n'est pas d'accord sur la méthode pour y arriver, je pense qu'il y a, voilà, il y a des marqueurs comme ça qui disent, ben, à un moment donné, voilà, le front unique, ça veut dire quelque chose aussi dans notre tradition de gauche radicale. Et le front unique, c'est aussi de pouvoir se dire, dans la lutte sociale, mais aussi dans la lutte politique. À un moment donné, ben voilà, c'est un élément euh, important. Les programmes communs, des programmes qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui permettent voilà, d'asseoir comme ça une perspective majoritaire. Et voilà, et on continue, on ne serait pas d'accord sur tout, mais c'est déjà le cas en fait dans la France insoumise. Hein. Il y a plein de sensibilités différentes dans la France insoumise. Donc voilà, j'espère que ça va convaincre les camarades du NPA et d'autres, par ailleurs, de courants libertaires, de courants anarchistes, que là, il y a un enjeu. Et il y a l'enjeu, le danger que représente aujourd'hui Emmanuel Macron, le danger qu'il a construit avec le Front National, avec l'extrême droite. Et là, on a quand même un pouvoir qui a quasiment donné toutes les clés à l'extrême droite pour gagner, quoi. Moi, je crois que euh, en 20 ans depuis 2002, non seulement c'est plus une surprise, mais on a tout un système médiatique qui explique presque, enfin pas presque, en fait, ça a été dit sur des plateaux et c'est dit à longueur d'antenne que voilà, Marine Le Pen, c'est quelqu'un de respectable et d'ailleurs, en fait, elle est pas si diabolique que ça. Et en fait, d'une certaine manière, c'est Jean-Luc Mélenchon est pire que Marine Le Pen. Donc, il y a eu un retournement absolument incroyable. Et je pense que ça représente, c'est pas tant l'expression de la conscience générale de la population, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a encore
allez, 1 an et demi, 2 ans, on a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement de révolte populaire, qui était porté par des exigences que moi je trouve que dans l'ensemble, c'était des exigences progressistes, et c'est pour ça qu'en fait on a soutenu ce mouvement-là. Il y a eu le mouvement des retraites, etc. Donc on n'est pas dans un pays qui s'est extrême droitisé. Par contre, on a un champ politico-médiatique, et c'est vraiment là, c'est la marxiste qui parle là. On a vraiment la superstructure, en fait, voilà, tout ce qui, tout ce toutes les institutions politiques et médiatiques, et donc dans les institutions politiques et médiatiques, il y a les partis politiques, etc., qui s'est effectivement droitisé et extrême droitisé. Et c'est cette conscience-là, on va dire, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, quoi. Donc il y a une fracture énorme et voilà, ce qui s'est passé en 20 ans, c'est une gauche, une soi-disant gauche au pouvoir, ben, en fait, qui a renoncé à changer le monde, qui s'est adapté, qui a accepté les lois du marché. C'était Jospin, et puis Hollande a achevé le truc, quoi. Le dernier mandat d'Hollande, c'est quand même Hollande qui nous a donné le triptyque. Macron, Valls et Président républicain, tous ces gens-là, ils viennent de la matrice PS, ils viennent de voilà, la décomposition là, de la social-démocratie. Et donc, voilà, c'est pas juste ces reculs, mais les attaques notamment, il y a eu la droite, il y a eu Sarkozy, etc., mais aussi de ceux qui, en, en 2017 étaient considérés comme la gauche, qui ont amoindri les outils de lutte collective et qui ont idéologiquement, en fait, accepté et qui ont de plus en plus adhéré ben voilà, à une vision conservatrice ou aujourd'hui, moi je dis réactionnaire, en fait, de la société, quoi. Et qui ont voilà, lâché au fur et à mesure toutes les. Je pense qu'ils ils avaient déjà pas beaucoup de boussole en vérité de gauche. Et là, en fait, il y a plus d'illusions. Et donc, en fait, c'est ça qui s'est produit. C'est ben, la crise du système dans lequel on fonctionne et la question de la crise climatique, pour moi, elle est vraiment éclairante là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un système qui est incapable de penser autrement son fonctionnement, même quant à le Covid qui nous oblige à littéralement nous arrêter en fait de fonctionner, qui oblige le système économique à arrêter de fonctionner. Et ben, ces gens-là, en fait, tout ce qu'ils espèrent, c'est que ça reparte comme avant. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment le test, pas ultime, quoi, mais la crise Covid, la crise climatique ont montré que voilà, le capitalisme, le fonctionnement de la société actuelle et les gens qui nous dirigent et qui sont formés qui ont ces grilles de lecture, sont incapables, en fait, de penser le monde autrement que voilà, la libre entreprise, blablabla, etc. Et cette crise-là, parce qu'ils le font, en fait, sur le dos de la majorité de la population, il n'y a jamais eu des écarts d'inégalité aussi fortes en France, en Europe et dans le monde. Et donc ça, c'est intenable. Et donc face à ça, ben, en fait, il y a de plus en plus, il y a que deux options, quoi. C'est soit le chacun pour soi, et donc c'est la guerre de tous contre tous, et c'est la version Macron pile avec un visage souriant, mais avec la main de fer, ou la version Le Pen où ils font même pas semblant euh, d'être démocrates et ils vont trash, ou alors ben, ceux qui essaient de penser une alternative. Et donc voilà, je crois que euh, je suis désolée, peut-être que je vais un peu trop loin du coup dans l'analyse politique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je crois que voilà, moi je vois le moment comme ça un peu, à la fois les dangers en fait, les dangers de la situation, parce que j'allais dire, pour moi, la perspective, rien que de s'imaginer qu'ils n'ont pas arrêté de nous mettre dans la tête qu'en fait, en 2022, c'est Macron-Le Pen. En fait, tu te dis, mais en fait, juste, enfin, c'est bon, quoi. Enfin, t'as juste envie de tout lâcher, d'aller acheter, de dire, bon, ben voilà, je vais faire autre chose, quoi. C'est tellement terrifiant et anesthésiant et paralysant, en fait, comme perspective, mais c'est aussi cette idée-là qu'on essaie de faire passer, alors qu'en fait, voilà, justement, quand tu vois les mobilisations de ouf qu'il y a eu, de gilets jaunes jusque aux mobilisations sur la loi climat, jusqu'à les mobilisations retraite, enfin, il y a à la fois une révolte, une colère, une résistance et aussi une créativité. Et voilà, et en fait, il y a une force incroyable, en fait, des gens, des citoyens, de la jeunesse
voilà, en fait, c'est ça l'avenir, en fait. C'est ça le potentiel, il est là, en fait. Et donc, la question, c'est comment on organise tout ça pour faire face, non seulement pour résister, mais pour construire autre chose, quoi. Et je crois que cette conscience-là, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus aiguë. Maintenant, la question, c'est comment on transforme cette conscience-là en action, quoi. Et en action, donc notamment dans les batailles au quotidien pour résister, pour gagner des droits, pour empêcher qu'il y ait des reculs, et puis surtout, enfin, et aussi dans les perspectives électorales, parce que c'est là aussi voilà, où se décide le rapport de force, quoi. C'est là où on se compte, et c'est là où on a la chance de pouvoir euh, être, euh, être majoritaire, voilà, si on arrive à convaincre un maximum de gens, quoi. Donc, je me suis un peu beaucoup éloignée en fait de la question sur qu'est-ce qui s'est passé, mais moi, ce qui se passe maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bataille, il y a une bataille de ouf qui est en train de se jouer, quoi. Et on n'est pas bien parce que, franchement, quand tu vois après la manif du 19 mai, là, les factieux, l'extrême droite, ils ont la confiance, hein, ça c'est clair, mais ils ont la confiance parce que Macron leur donne la confiance, parce que les politiques mises en œuvre par ce gouvernement leur donnent la confiance. Mais je pense que nous, voilà, on a aussi enfin, voilà, on a aussi le potentiel, on a aussi la force, voilà, on a aussi les idées, et donc, voilà, la bataille, elle est loin d'être perdue, en fait. Je pense que c'est à la fois un peu terrifiant et en même temps, moi, je trouve que c'est exaltant parce qu'il y a tellement, en plus, quand on se met à penser, on va en parler, en fait, sur tout ce qu'il y a à faire, sur voilà, le monde qu'il y a à recréer. Je trouve ça assez exaltant, en fait, assez excitant comme défi. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui m'évite d'être complètement désespérée, surtout quand tu passes les trois quarts de ton temps à l'Assemblée, au milieu des macronistes, et que tu te dis, oh, c'est plus la peine, quoi. Et en fait, si, c'est la peine, quoi. Alors, il y a beaucoup de commentaires des gens qui suivent et qui appuient ce que tu dis, qui te saluent. Il y a Black Swan, The Swagbringer, qui nous a suivis, donc merci. Pour reprendre les questions, donc dans l'ordre du dérouleur, il y a Sikptek qui demande un mot sur la défiance générale envers la représentation politique. Comment réconcilier le pays avec ses élus représentants? Miss Rougounette qui nous rappelle au passage que Révolution Permanente va se faire éjecter du NPA, donc retour en arrière dans la discussion. Et Là, Que là, là, là. Poupin a l'air d'aller dans le bon sens. Et Denver 1979 qui nous dit, pouvez-vous nous dire ce qui est prévu pour la grande manifestation contre l'extrême droite? Pourriez-vous Yes. donner envie à un maximum de monde de nous rejoindre? Ouais. Alors, tout de suite, la première, je me rappelle plus c'était quoi la première question. Donc, les révolutions au Parlement se fassent éjecter. Je voulais réagir à ça. Euh, Juste mais avant, c'était sur la défiance générale sur la ah représentation ouais, ah politique. oui, oui, ouais, 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 je voulais réagir à ça parce qu'en fait, pour moi, enfin, la défiance, elle est totalement, absolument justifiée, hein, parce que c'est ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que des gens pour qui on a voté, qui étaient de gauche et qui ont mené une politique de droite et ont donné naissance, en fait, à l'espèce de monstre qu'est le macronisme, il y a de quoi être franchement dégoûté. Et, euh, et en fait, après, moi, l'expérience que j'ai, en fait, depuis que je suis députée, c'est la première fois que j'ai été élue. Enfin, sauf je parlais tout à l'heure, j'étais déléguée de classe, quoi, mais c'était la seule fonction élective que j'avais avant d'être élue. Euh, en fait, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller soi, en fait. Et de se rendre compte que, en fait, c'est possible. Il y a pas besoin d'être. Alors, si on le veut, quoi, parce que je pense d'abord, il y a plusieurs manières, en fait, euh, de faire de la politique et de construire, en fait, de construire les mobilisations, de construire les rapports de force, que ce soit par un engagement syndical ou associatif. Enfin, il y a tellement de causes et d'idées pour lesquelles se battre, voilà, sans s'impliquer politiquement. Mais c'est vrai que à un moment donné, où est-ce que ça se décide? Ça se décide à un moment donné dans les urnes aussi, parce que c'est aussi le fonctionnement démocratique et voilà, même si
la trotskiste et la révolutionnaire en moi critique beaucoup la démocratie bourgeoise, parlementaire et toutes ses limites et tout ça. Ben voilà, c'est quand même le suffrage universel et c'est quand même, voilà, à un moment donné, euh, ça exprime l'état aussi d'une société. Donc il faut des gens, il faut du monde, il faut que les personnes qui se sentent dégoûtées, mais qui ont aussi en fait en elles-mêmes en fait le sentiment que ce qui se passe n'est pas normal et qu'en fait c'est possible autrement, qu'elles y aillent quoi. Nous, ce qu'on essaie de faire, et je dis pas qu'on réussit tout le temps à la France insoumise, mais c'est justement d'avoir un mouvement où on dit, ben, en fait, tout le monde pourrait être député. Les 17 qui sont députés aujourd'hui, ben, c'est pas des professionnels, tous des professionnels de la politique. Moi, j'ai été militante, mais voilà, j'ai jamais été élue, et c'est le cas pour une bonne partie de mes camarades et collègues là. Et en fait, on a montré que, en fait, on était aussi bon, voire bien meilleur. Je... Oui, oui, je le dis. Je pense on est bien meilleur que voilà des gens qui ont fait des études, des grandes études, ou qui sont dans le système depuis longtemps, quoi. Et je pense que ça, c'est vrai. En France, moi, j'étais pas mal inspirée aussi par la dynamique aux États-Unis autour de Bernie Sanders et de tous ces mouvements qui ont montré que c'était possible de faire élire des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez, comme Ilhan Omar, en s'appuyant en fait sur la mobilisation populaire. Et voilà, et cette idée que en fait c'est des gens comme nous qui peuvent nous représenter et défendre nos intérêts. Et en même temps construire un mouvement où voilà, on les pousse et on leur donne de la force, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens de là où je suis. Et donc ouais, le dégoût et le désintérêt, il est totalement justifié. La question, c'est de transformer ça en fait en moteur, agir pour s'investir, pour, euh, pour construire les mobilisations, et y compris parce que, en fait, ce qui se passe là, et je vais venir sur la question du 12 juin, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, quoi. Parce que c'est-à-dire, quand tu vois ce qui s'est passé le 19, le 19 là, avec la manif des policiers extrémistes et factieux. Et en fait, ces gens-là, comme je disais, ils ont grave la confiance, en fait. Eux, ils se posent pas de questions. Ils savent que, voilà, la situation est telle et il y a une telle tension, il y a une telle colère légitime, etc., qu'ils y vont. Ils sont complètement décomplexés parce qu'en plus, on leur a ouvert tous les plateaux télé et ils se sentent forts parce qu'une partie du système aujourd'hui politique et médiatique leur ouvre la voie, quoi, parce que c'est une option en fait aujourd'hui, l'option autoritaire, voire l'option fasciste voilà, pour maintenir le système, parce que ces gens-là, en fait, c'est l'assurance vie du système, c'est ce que nous on dit, en fait, ils veulent pas remettre en cause le système, ils veulent le perpétuer en l'organisant de manière, voilà. Ethnocentrique, etc. Mais ils ne remettent pas en cause le système, quoi. Ils ne veulent absolument pas changer les choses. Ils veulent soit revenir à un ordre qui s'imagine, je ne sais pas, de Aristo, euh, où voilà, il y a je pense à ça parce que je pense à l'Action française, et voilà, c'est des courants quand même royalistes. On n'aurait pas imaginé que en 2021, tu aurais l'Action française qui envahit un conseil régional. Donc c'est quand même, voilà, c'est l'extrême droite royaliste, quoi, qui dit, ça avait l'air, il y a quelques années, ça pouvait faire rigoler, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça fait moins rigoler, quoi. Donc d'abord, en fait, euh, il y a ce truc-là. Il y a le fait que, voilà, en face, ces gens-là, ils ont la confiance. Et puis surtout qu'au quotidien, en fait, aujourd'hui, bah, c'est juste insupportable, en fait. C'est juste insupportable ce qui se passe. C'est juste insupportable euh, d'avoir une telle difficulté de vie, de telles galères, alors qu'on sait, en fait, que c'est possible autrement. Pour moi, c'est vraiment ça le moteur, quoi. Et, euh, et donc là, en fait, sur le 12 juin, la question, c'est vraiment de partir de, ben, en fait, ce que je disais, en fait, ce qui fait une société démocratique, le simple fait, voilà, de ne plus d'avoir tellement peur de se faire éborgner ou je sais pas quoi, qu'on peut plus aller en manif. Et ça, c'est même pas l'extrême droite au pouvoir qui fait ça, c'est Macron et compagnie. Et l'idée que, ben, en fait, même sans être de la France insoumise, on pense quand même que bah, voilà, la police a un rôle, mais c'est pas la police qui fait la loi, quoi. La justice, on peut la critiquer, nous on la critique, mais en même temps, voilà, c'est des acquis aussi de nos luttes, quoi. C'est pas juste arrivé comme ça, et donc il faut se battre pour ça. Et donc là, nous, on a, enfin, on a avec d'autres, mais je crois qu'on a quand même fait
et beaucoup pourraient le reconnaître, on a été vraiment à l'initiative et il y a donc notamment Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, qui, au sein du groupe et du mouvement, a la charge voilà, des relations unitaires et qui a beaucoup bossé avec d'autres pour arriver à créer un cadre avec des associations, avec des personnalités du mouvement syndical, etc., pour faire cet appel-là, qui dit un truc juste simple, quoi. On fait tous le constat que il y a quelque chose de pourri, de nauséabond là aujourd'hui dans le climat actuel. Et on veut juste pas laisser faire ça, quoi. On veut pas juste être les spectateurs d'une histoire qui a l'air voilà, de se dérouler sous nos yeux. Et tu te dis, mais en fait, on est en train de revivre des choses qu'on a lues dans les livres d'histoire ou je sais pas quoi. Et en fait, on peut pas rester sans rien faire, quoi. Pour moi, c'est ça, en fait, l'enjeu du 12 juin. Et puis le fait de se dire, c'est important d'avoir une mobilisation, une manifestation, parce que on ne se rend pas compte à quel point on peut être nombreux, en fait. À quel point voilà, chacun se dit, en plus, avec le contexte Covid, on a été tous confinés. En fait, voilà, on a eu moins d'interactions sociales, directes, physiques, etc. Et donc, des fois, on peut un peu rester dans sa tête et se dire, voilà, c'est encore plus déprimant, en fait, quand tu as une période comme ça. Le fait de se retrouver dans la rue en respectant les distanciations qu'il faut, etc. Enfin, voilà, on fera bien attention à tout ce qu'il faut, mais c'est aussi pour se donner de la force, quoi. Et donc, ouais, je pense que le 12 juin, ça peut et ça doit être une grande manifestation à la fois pour défendre quelque chose, mais aussi pour exprimer, en fait, le fait qu'en fait, on n'est pas d'accord pour vivre dans une société pareille, quoi, où c'était des, des militants politiques d'extrême droite dans la police qui vont dicter la loi et le ministre de l'Intérieur, là, ce sinistre qui leur court après et qui leur. Voilà. En fait, non, quoi. Juste, on n'est pas d'accord. Et en fait, et puis on va pas les laisser faire et voilà, voilà, on va le dire, on va être nombreux et comme ça, on va faire reculer ce, voilà, cette offensive complètement ouf de la droite et de l'extrême droite qui, à la fois dans ce qui est voté à l'Assemblée, parce que ça se traduit aussi très concrètement par toutes les lois dont je parlais qui sont votées à l'Assemblée nationale encore dernièrement, en fait. Encore aujourd'hui, on a voté des, des textes qui vont dans le sens, voilà, qui vont pas dans un sens ultra positif, mais aussi, en fait, dans le quotidien voilà, des gens qui luttent aujourd'hui. Et je finis là-dessus. Je pense que aujourd'hui, il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la signature d'un accord des grévistes de l'Ibis Patignolles, qui est des femmes de ménage qui sont en lutte depuis 22 mois. C'est un truc de ouf. Enfin, c'est une lutte incroyable. Elles en ont bavé de chez bavé et pourtant elles ont gagné. Et c'est vraiment l'expression quand on dit la lutte paye. Ça donne, voilà, ça donne confiance. Et en fait, il y a plein de luttes comme ça dans le pays. Et je pense que être nombreux le 12 juin, c'est aussi voilà, montrer que voilà, c'est donné, même si c'est pas sur des questions voilà, sociales, économiques ou salariales. Je pense que voilà, toutes les expressions collectives, massives ben voilà, des idées voilà, de liberté, d'égalité, des idées démocratiques, ben, ça donne aussi de la confiance et du souffle à toutes les luttes là, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, en tout cas, venez nombreux, organisez-vous, venez comme venez à un, 2, 3, parlez-en autour de vous. Voilà, le 12, il faut qu'on soit plein, quoi. Et je pense que ça va être bien, ça va le faire. Ça va le faire. Il y en a besoin, quoi, je trouve. On en a vraiment, vraiment besoin. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. En tout cas, il y a Mohamed M1211 qui dit dans le chat, ça c'est clair que Darmanin ne viendra pas le 12 juin. Nous sommes toujours aussi nombreux à discuter. Tout d'abord, une petite dédicace à la maman de Marion et à la mienne qui nous écoutent et qui sont pas sur Twitch mais qui nous envoient des messages sur WhatsApp et qui trouvent ça super cool. Du coup, il y a Rama78 qui dit bonjour, vous avez raison. Mecto2 qui dit on est tous très fiers de nos députés et d'ailleurs j'en profite pour remercier Mecto2 et Sidelannery qui font la modération ce soir sur le chat. Falco Peregrinus nous dit 12, la période est en effet terrifiante, mais peut aussi donner de l'espoir, comme dit Lordon. Maintenant, il n'y a plus qu'un candidat à gauche, Mélenchon.
Pour enchaîner aussi sur la question du 12, on va enchaîner sur des questions. Il y a Rémi Chry qui dit: quelle est la meilleure stratégie pour lutter contre l'extrême droite? Doit-on répondre aux thèmes qu'ils imposent, comme l'immigration et la sécurité, avec nos propositions, ou plutôt imposer des thèmes alternatifs, au risque de ne pas être présent si les thèmes sécuritaires persistent? Et du coup, comment équilibrer les deux? Et sur Facebook, on a aussi une autre question de Michel Marchand qui concerne la jeunesse. Il dit 80% des jeunes ne nous font pas confiance. C'est l'Europe pour résoudre les problèmes de climat et pauvreté. Comment ne font pas confiance à l'Europe pour résoudre les problèmes de climat et pauvreté? Comment allez-vous les fédérer? Alors, bah, enfin, déjà, je vais prendre pour la fin. En fait, moi, je sais pas si moi, je vais fédérer, mais il faut que ce soit des jeunes, eux-mêmes qui, en fait, ont peut-être pas confiance dans les politiques, mais je crois que dans les mouvements récents qu'on a pu voir pour la justice et l'égalité des droits, contre les violences policières, pour faire face au changement climatique. Je pense que ça a été des mouvements assez incroyables et inspirants. Et je pense que c'est ça, en fait. Quand on voit le parcours de quelqu'un comme Greta Thunberg, c'est pas la seule, mais je trouve que c'est vraiment super intéressant ce qu'elle dit et comment elle le dit et comment elle fait et comment elle fait le lien entre les questions écologiques et sociales et avec une dimension aussi internationale en mettant en avant tous les autres mouvements qu'il y a de la jeunesse du monde entier le niveau d'exigence, en fait. Moi, je me rappelle le moment où elle était, je crois, à un sommet de l'ONU et où elle a dit, mais comment osez-vous, en fait? Comment est-ce que vous osez venir me dire ça avec votre blabla sur le commerce, etc. Je trouve ça super puissant, quoi. Et c'est elle, mais voilà, c'est toute la jeunesse, Marie Pelletier, Vanessa Nakaté, toute cette jeunesse-là. Extinction Rebellion, moi, ça m'hallucine le type d'actions qui sont faites en ce moment. Quand on débattait sur la loi climat, il y a eu tellement plein d'actions, y compris à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un niveau d'exigence quand même dans la jeunesse et ailleurs, mais que je trouve vachement sain, en fait. Et moi, en tout cas, ça me booste et ça dit, en fait, waouh, quoi. Je suis méga impressionnée par ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut partir de là, en fait. Il faut partir de choses très, 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 très concrètes. C'est pas faire confiance à l'Europe, mais en fait, c'est comment est-ce que, voilà, on a en France et en Europe bah, des politiques, des lois et puis des gouvernements bah, en fait, qui font ce qu'on dit, c'est-à-dire qui se fait contente pas de faire de la com et de faire du blabla en disant oui, oui, l'écologie, et puis en même temps, ils continuent à autoriser les pesticides, à faire des accords de libre-échange voilà, qui vont complètement détricoter tous les accords de Paris, mais qui font ce qu'on dit et on élit des gens à qui on va aussi compris continuer à mettre de la pression pour qu'ils tiennent le choc. Quoi. Donc voilà, moi je trouve que le, le niveau d'exigence aujourd'hui dans les mouvements, je parlais du mouvement écologiste, mais même sur la question de l'égalité des droits et comment ce débat-là, il est arrivé. Euh, Moi, je suis impliquée sur les questions antiracistes depuis pas mal d'années. Et on a eu pendant très longtemps un mouvement qui a été très éclaté et là, en fait, qui se retrouve à nouveau, même si c'est à travers les attaques de la droite, ouais, enfin, tous les débats islamo-gauchistes, etc. Mais parce qu'il y a eu aussi ces mobilisations incroyables comme en juin dernier euh, pour la justice pour Adama et plus largement sur la question des violences policières. Quoi. Donc il y a une réaction ultra saine en fait dans la jeunesse et ailleurs sur ces problématiques-là. Donc je pense que voilà, faut partir de ça en fait, il faut partir des luttes, les raisons pour lesquelles les gens ils se mobilisent. Je crois que la question des étudiants, en fait, c'est peut-être où c'est plus défensif parce que c'est une situation tellement dramatique et de précarité et un peu désespérante. Mais je pense que là aussi, il y a un levier quoi, pour dire en fait non, quoi. Enfin, on ne peut pas accepter avec tous ces moyens et on a vu qu'en plus, on pouvait avoir des moyens, on pouvait mettre de l'argent.
Daniel, on a perdu, on t'a perdu. Daniel, est-ce que tu nous entends? Voilà, un mouvement mondial et qui a bousculé aussi pas mal de politiques et qui aujourd'hui continue en fait et s'est pas arrêté en disant ouais ça va maintenant tout va bien, au contraire qui est de plus en plus exigeant quoi. Euh, donc voilà, je pars un peu désolée dans tous les sens peut-être, mais voilà en tout cas moi ce que ça m'inspire et puis du coup j'ai oublié la première question mais je voulais réagir là-dessus aussi. Euh, c'était quoi la C'était quoi en fait la première question? Je suis désolée. Pas de souci. Alors, on t'a perdu pendant un moment. Pour du coup les personnes qui nous suivent, tu es à l'Assemblée nationale. Il y a quelques soucis de connexion à l'Assemblée nationale et donc du coup à un Ah moment ouais, donné, on t'entend merde. plus. Mais du coup, la première question, c'était en gros, est-ce qu'il faut, c'est quoi la meilleure stratégie pour lutter contre l'extrême droite et est-ce qu'on doit répondre aux thèmes qu'ils nous Ah imposent? oui, ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors ça, c'est la bataille culturelle. C'est ouf parce que, enfin, nous, à la France Insoumise, moi, c'est un truc aussi qui m'avait beaucoup convaincue. Voilà, quand j'ai rejoint le Front de gauche, j'ai commencé à militer, à construire avec Jean-Luc Mélenchon et tous ces camarades-là, c'est d'avoir une vraie stratégie médiatique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller mener la bataille sur le champ politique, sur le champ médiatique, parce que c'est un champ de bataille, parce que c'est un système, c'est un rapport de force, et donc voilà, dans les institutions, et toutes les institutions, et les médias sont une institution du pouvoir, de domination, etc. Donc on va mener la bataille. Et je pense que voilà, on a montré que c'était possible de mener cette bataille-là. Après, il ne faut pas s'illusionner en pensant que oui, c'est un champ de bataille où on n'est pas, enfin, on est minoritaire, quoi. Les médias sont détenus par une poignée de milliardaires qui décident in fine de l'alignement idéologique et qui est un alignement idéologique, soit en faveur voilà, du néolibéralisme et du statu quo, soit carrément, comme c'est le cas aujourd'hui avec des chaînes comme CNews et bientôt Europe 1 sous la coupe de Bolloré, carrément l'extrême droite, quoi. Parce que c'est quand même ça, hein, ce qu'on a vu en 2, 3 ans, en fait, de CNews qui est passé d'un truc un peu voilà, standard de chaîne d'infos continue à une plateforme d'extrême droite, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est clairement ça. Et donc là, par rapport à ça, enfin, moi, y compris par rapport à mon expérience qui a été assez violente par ailleurs, hein, d'arriver dans le champ politique et médiatique et, euh, et de se dire qu'il y a des batailles à mener parce qu'au définitive, on va dans ces espaces-là pas pour les gens qui y sont ou qui décident de comment ça se passe, mais pour les gens à qui on s'adresse en fait. Parce que voilà, ça permet de s'adresser à des millions de personnes. Ça permet aussi de marquer des points. C'est pas facile, quoi, parce que nous, on arrive. C'est super difficile d'imprimer des contenus en positif, etc. Et voilà, on marque des choses. Je pense par exemple, nous, au tout début du mandat, quand on a commencé tout de suite à dire ces gens-là, c'est un gouvernement de riches, c'est le président des riches, sur enfin, des petits trucs comme ça, sur la caractérisation du pouvoir macroniste, quand on a commencé à parler de dérives autoritaires, et on nous prenait, enfin, tout le monde sautait de la gueule de Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce que, je sais pas, on était devin ou quoi, mais c'est qu'on avait analysé la situation. Et en fait, voilà, aujourd'hui, il y a des choses, je pense, qui ont été gagnées et des expressions qui sont reprises à la fois pour analyser le pouvoir, la macroniste qui est en train de se passer, mais aussi quand je pense à la question, par exemple, de la planification écologique. Ça, c'est un terme, au début, on devait passer un temps fou à expliquer, bah, en fait, non, on ne veut pas faire comme l'Union soviétique au XXe siècle, etc. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on a gagné des points parce que tout le monde se rend compte, et notamment, pas parce que tout d'un coup, ils ont été juste convaincus par nos idées, mais parce que la réalité a montré que, bah, en fait, quand tu ne planifies pas, tu te retrouves comme un con avec aucune possibilité de faire des masques, etc. La crise Covid, je pense que ça a été aussi un crash test pour plein de choses, quoi, sur voilà, la planification, etc. Donc voilà, en fait, la réalité
à la fois la lutte des classes, etc., on montrait, en fait, on montrait ça. Pareil, le caractère autoritaire, c'est une analyse qui est aussi venue de nous, ce qu'on voyait, ce que faisait le pouvoir, les lois qu'ils ont fait. Il y a eu quand même le tournant Benalla et puis le tournant Gilet jaune, quoi. Et donc là, ça s'est apparu quand même, voilà. Donc, je pense que c'était nécessaire et c'est toujours nécessaire, du coup, d'être dans l'espace médiatique voilà, pour le faire, quoi, pour mener cette bataille-là. Après, là, on est dans un moment où, du coup, voilà, comme c'est pas, voilà, c'est un champ de bataille et que, voilà, on n'est pas, on est minoritaire dans ce champ-là. Je pense qu'il y a aussi des enjeux à un moment donné, mettre des limites, quoi. Enfin, moi, ce qui m'est arrivé dernièrement, où sur un plateau, le mouvement de la France Insoumise se fait insulter et diffamer, et à un moment donné, je dis, en fait, non, en fait, juste, on va arrêter là parce qu'on n'est plus dans le débat politique. Voilà. On est dans un truc où en fait, c'est complètement disqualifié et en fait, il y a plus de débat possible, quoi. Et donc, je pense que là, on est dans un moment, et c'est aussi ce qu'on a fait quand on a sonné l'alerte par rapport en premier avec l'appel des militaires. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, où des anciens militaires à la retraite ont appelé à prendre les armes, etc., contre les banlieues et compagnie. Il y a eu un deuxième appel, etc. Quand on a sonné l'alerte, c'est de dire, oh, là, il y a des qui sont franchis, quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, je pense que, voilà, parce qu'on a aussi réussi à être un peu audible dans ce champ-là, en fait, il faut aussi qu'on joue les contradictions et c'est aussi mettre en demeure ceux qui participent à l'espace médiatique, je pense, aux journalistes, aux éditorialistes. Non, peut-être pas les éditorialistes, mais il y a des journalistes, en fait, et la majorité des gens qui travaillent dans les médias, en fait, c'est pas justement les éditorialistes qu'on entend place dans les plateaux, quoi. C'est les techniciens, c'est des gens qui font du boulot, qui essaient de faire bien leur boulot et qui n'ont pas le choix de la merde qu'on entend et qui est diffusée. Mais c'est aussi, voilà, à un moment donné, dire, c'est aussi de votre responsabilité. Et en fait, là, il y a des limites qu'il faut arrêter de franchir, quoi. Donc voilà, ce que j'essaie de dire, c'est, je pense que c'est important de mener cette bataille culturelle-là, de porter des grandes idées, porter des termes, et je pense qu'on a gagné sur des choses. C'est ultra difficile parce qu'il y a un parasitage constant, en fait. C'est-à-dire que tu as, voilà, le H24 de débats de merde, de polémiques sur le voile de style, enfin, sur l'islam. Enfin, vous connaissez, je ne vais pas vous refaire le truc, mais ça pèse, quoi. Ça pèse dans les consciences. Mais voilà, je pense qu'il faut mener cette bataille-là et on essaie de le faire et d'articuler aussi à un moment de dire, en fait, non, ça ne va pas être possible, quoi. Et juste pour finir sur la question de est-ce qu'on reprend les thèmes de l'extrême droite, je pense que c'est pas tant ne pas reprendre les termes de l'extrême droite, mais d'assumer d'avoir une position, y compris à contre-courant, sur des thèmes qui peuvent être très sensibles. Je pense par exemple à la question de la lutte contre le terrorisme. Nous, en fait, dès 2017, comme je disais, un des premiers textes qu'on a eu, c'était un texte sur sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. On est dans un pays qui a connu des attaques terroristes très dures, enfin encore très, très récemment. Donc, et on a été, enfin, dès 2017, on a dit en fait non, quoi, on n'acceptera pas. Voilà, nous, ce qu'on défend sur cette question-là. On est pour mener une lutte implacable contre les actes de terrorisme. On va le faire dans le cadre de l'état de droit. Donc, c'est aussi tenir, en fait, tenir sur nos valeurs, tenir sur nos principes et être à contre-courant. Parce qu'on a été à contre-courant, on l'est encore beaucoup sur un certain nombre de thèmes, mais en fait, voilà, nous, on dit, on n'a pas de problème de parler de sécurité, mais on parle de quoi, en fait, quand on parle de sécurité? Est-ce qu'on parle de service public? Est-ce qu'on parle de sûreté? Voilà, donc c'est faux. Faut avoir une boussole solide et tenir sur ce qu'on a à dire, et ensuite aussi, du coup, voilà, pouvoir avoir autre chose à dire, quoi, et batailler pour euh, parler de bifurcation écologique, parler de la question du plein emploi. Et voilà, en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment complètement répondu à tout, mais voilà, moi, je pense qu'on a montré, nous, et puis le biais des réseaux sociaux, ça a été pour nous, c'était
on n'était pas à ce niveau-là en 2012, mais c'est vrai que 2017, ça a été une campagne aussi extraordinaire pour ça, parce que ça a montré que c'était possible, en fait, de construire un discours politique dans un espace en dehors des médias traditionnels. Et pour nous, ça reste un levier très fort. Et renouveler en plus le champ aussi de l'intervention politique avec ce que nous on fait, avec des vidéos qu'on met en ligne, avec voilà. C'est aussi un levier, quoi, et où on mène la bataille et on laisse pas juste l'extrême droite sur Twitter ou ailleurs imposer ses thèmes. Enfin, en tout cas, on se bat, quoi. On se bat contre ça. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Alors, il y a Zarget, Insoumis du 69, Insta Live, Ariel Gaz et Julien de Marseille qui nous ont suivis, donc merci beaucoup. Alors le chat, il y a beaucoup de commentaires, des choses très positives. Il y avait Mecto2 qui appelait au passage, à cause des soucis de son, à la démission de Ferrand parce que ça fait jamais de mal d'appeler à sa démission. Alors, il y a une question, enfin, je la retrouve. En fait, pour faire simple, c'était Black Swan The Swagbringer qui demandait, ma question est donc simple, comment faire de l'éduc pop au sujet de l'intersectionnalité, idée que nous ne maîtrisons pas nécessairement dans nos seuls rangs, et qui souhaitait un bon live. Pour reprendre une question, donc il y avait des bravos aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Euh, des remerciements aux 17 députés de l'Assemblée nationale. Euh, Bah déjà, ouais, peut-être que si tu veux répondre à cette question sur la question de l'intersectionnalité. Euh, en reprenant l'exemple en fait de la lutte des femmes de chambre d'Ibis Batignolles, je pense que c'est un exemple sans les gros mots. Alors moi, j'ai pas de problème à parler et je pense c'est mon côté un peu chercheuse. Euh, c'est important de développer et il faut qu'il y ait le maximum de gens qui s'engagent en fait dans la bataille académique et fassent des recherches, surtout quand on a vu la répression et comment en fait la réaction essaie de renverser la vapeur et s'attaque aux universités, etc. Mais je pense que voilà, il y avait il y avait un match. Genre, vous m'entendez? J'ai perdu un peu l'écran. C'est bon? Ouais. C'est en majorité des femmes. Des femmes qui sont femmes de chambre. Donc, vous avez une dimension de genre, vous avez une dimension sociale très claire, c'est des femmes de chambre. Vous avez une dimension raciale aussi, parce que c'est à 99% en fait des femmes noires, des femmes d'origine beaucoup immigrées ou migrantes par ailleurs. Voilà, enfin, là, vous avez un exemple d'intersectionnalité dans la mesure où, en fait, les personnes concernées, en fait, sont des personnes qui subissent. Et ce qui les a mis en lutte, par ailleurs, c'est à la fois les conditions sociales, mais c'était aussi les violences sexuelles, puisqu'il y avait, il y a eu des cas et des plaintes pour agression sexuelle. Et voilà, la dimension de traitement raciste. Il y a en ce moment Alors, du coup, je ne sais pas où ça en est avec la conclusion de l'accord, mais elles avaient déposé plainte au prud'homme sur ces critères-là. Et en fait, voilà. Alors, il n'y a pas besoin de faire 150 000 théories, c'est-à-dire que de savoir que ces femmes-là, elles subissent en même temps euh, et de manière très claire l'ensemble en fait des formes d'oppression et de domination économique, sociale, de genre, etc. Donc en fait, enfin, faire de l'éducation populaire, c'est être aux côtés des femmes, c'est avoir été aux côtés des femmes en lutte, des femmes de chambre d'Ibis Batignolles pendant 2 ans euh, et, euh, et, et, et les avoir rencontrés, avoir parlé de leur vie et de les avoir soutenus, en fait. Pour moi, c'est un exemple flagrant et de manière générale, pour moi, c'est très concrètement, en fait, l'intersectionnalité, c'est pas une théorie, c'est une manière de comprendre, en fait, comment tout cela fonctionne, en fait. Comment on se retrouve à avoir 99,9% des salariés sous-traités être des femmes noires, être des femmes migrantes. Ça donne une grille de lecture, en fait. Et je pense que dans plein de situations, en fait, on retrouve ça. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, je pense qu'il faut partir du réel, du concret, parce qu'en fait, l'intersectionnalité, elle est née du
On est encore saboté par En Marche, Daniel, on t'entend pas. D- D'un siècle, en fait, de recherche en sciences sociales le, sur le sujet. C'est très riche, en fait. Mais cette recherche-là, c'est l'histoire, en fait, des luttes d'émancipation. Et je trouve que c'est ça qui est fort. Et c'est pas juste une histoire, c'est une actualité, en fait. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe ici et maintenant, aujourd'hui, dans des luttes comme Ibis Pagnol, dans des luttes comme celle contre les violences policières, voilà, dans les luttes des, des soignants aussi, quand tu vois en fait voilà qui sont en fait qui sont les travailleurs et travailleuses essentiels, qui ont été les travailleurs et travailleuses essentiels dans le pendant le confinement, quand tu regardes les catégories que ça représente, quand tu vois des femmes, voilà. Et pour moi c'est ça en fait, faire de l'éducation populaire sur l'intersectionnalité, c'est être aux côtés de celles, souvent c'est celles des ceux aussi qui luttent contre leur oppression, quoi. Et il y a rien de mieux que la lutte comme école, en fait. Donc, voilà, je dirais ça. Ah, euh, je vous ai perdu. ouais, Ah non. on t'a perdu un peu, mais on t'a retrouvé. Ah, merde. C'est relou, ça. Je suis Mais désolée. il y a Mimoki qui dit la connexion internet est d'extrême droite là. Pendant ce temps, il y a aussi que Miss Rougounette et Insta Live qui se calent un rendez-vous aux amphis. Voilà. Et Daniel, on est en train de te reperdre. C'est bon? Vous m'avez là? Je suis Là, on désolée. t'a. Il n'y a C'est pas de la loose. souci. De toute façon, les gens discutent encore beaucoup dans le chat. Du Ok. coup, on a une question d'Anvers 1979 qui dit sans se victimiser, pensez-vous que le fait d'être d'une femme noire et de gauche fait que quand on veut s'attaquer à la FI, on commence par vous? Et comment gérer ça au quotidien? Il y a par ailleurs, du coup, sur un sujet qui peut être un peu similaire, il y a Falco Peregrinus 12 qui dit bravo d'avoir quitté le plateau. Enfin, il y a pas mal de personnes qui disent bravo, donc voilà, c'est peut-être on peut réagir là-dessus si ça te va. Ouais, bah, déjà, je sais pas, en fait, ça veut dire quoi se victimiser? Enfin, voilà. Bon, ça, c'est aussi dans la bataille culturelle de se dire, en fait, il n'y a pas besoin de s'excuser, en fait. Enfin, tu vois, on s'excuse pas de dénoncer ce qu'on subit, quoi. Donc, déjà, une première chose, parce que ça fait partie de l'offensive réactionnaire. C'est-à-dire, c'est la droite et l'extrême droite en France et dans le reste du monde, aux États-Unis notamment, qui ont retourné en fait contre les personnes qui sont victimes de toutes sortes de discriminations en fait, les armes d'analyse et donc notamment dans le langage qui ont été utilisées et qui étaient utilisées ben, pour dire l'oppression, pour déconstruire tout ça. Donc on ne s'excuse pas d'être ce qu'on est et surtout on ne s'excuse pas de revendiquer l'égalité. Pour moi c'est ça en fait. C'est ouais, en préambule rapidement. Et ensuite, bah, je, en fait, ce qui est particulier avec la France insoumise, c'est que je crois qu'on s'en est tous pris plein la tête à des moments donnés. Et c'est vrai que peut-être que moi, j'ai attiré un certain nombre d'attentions particulièrement malveillantes parce que, effectivement, je suis une femme, je suis identifiée comme une femme noire et insoumise. Donc voilà, ça fait beaucoup, quoi. Et donc, parce que, mais c'est vrai, en tant que femme, c'est une réalité que bah, toutes les femmes, une majorité de femmes ont connue sur le sexisme au quotidien et les violences sexistes et les microagressions et la remise en cause. En tant que femme noire et toutes les personnes qui sont victimes de la racisme et des phénomènes de racisation connaissent ça aussi. Et puis en tant que militant politique qui remet en cause le système, quoi. Et donc, effectivement, donc, quand vous avez la combinaison des trois, ben voilà, ça fait une violence symbolique d'autant plus forte. Euh, oui, je pense que ce que je suis et ce que je défends est particulièrement insupportable pour tous ceux qui, euh, qui ont une vision du monde voilà, où les femmes, les noirs et les gauchistes
sont minoritaires et rasent les murs et remercient de pouvoir exister dans des espaces dominants, mais sans faire trop de bruit, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, on a là, même si on n'est pas, et il y a une tentative enfin, vous savez, tous ceux qui disent on peut plus rien dire, etc., et qui le disent H24 sur tous les plateaux, et en fait, voilà, qui restent ultra dominants dans tous les espaces de la société, et notamment l'espace médiatique, mais dont, en fait, la réaction ultra violente par rapport à des paroles, aux quelques voix qui existent, je pense notamment à quelqu'un que j'admire énormément et que j'aime beaucoup, Rokhaya Diallo, enfin, enfin, moi, en fait, quand je repense avec le recul ce que j'ai vécu et quand je pense qu'en fait, elle, ça fait des années en fait qu'elle voit ça, je trouve ça incroyable, quoi. Euh, mais voilà, les quelques voix qui existent pour déchirer le voile un peu, pour dire, mais en fait, non, vos blagues sexistes de merde, vos trucs racistes, en fait, c'est pas drôle. Et en fait, on dit juste ça, quoi. On vous renvoie juste la réalité des merdes que vous dites, et voilà. Euh, et ça, c'est insupportable, en fait. Si ça reste minoritaire, même si, voilà, c'est pas vrai que aujourd'hui, la pensée intersectionnelle ou décoloniale elle est dominante, ou qu'aujourd'hui, il y a une égalité en termes du nombre de femmes dans les médias ou du nombre d'invités de femmes dans les médias ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, c'est juste que voilà, c'est insupportable à l'ordre social dominant. Et donc, c'est pour ça je pense qu'il y a une violence d'autant plus forte. Mais ça montre aussi que ben, on touche là où ça fait mal. Et donc, on a raison, quoi. On a raison de, de, de dire la violence, de dire l'oppression et de dire y compris que on en est victime et en tant que victime, en fait, on a, on a une voix et qu'on a un pouvoir aussi de résister. Et donc voilà, je dirais ça. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si ça répond à grand-chose, mais moi, ce que si sur ça, ce que je veux dire, c'est que euh, je je sais pas si je représente quelque chose en particulier, mais si ce que je représente, ça donne confiance à d'autres qui ne se voient pas ou se sentent pas représentés, je pense que ça valait le coup de le faire et de se taper ces 4 dernières années absolument exténuantes et violentes. Mais voilà, et donc, voilà, la bataille en vaut la peine si ça permet à d'autres et à d'être plus nombreux, quoi. Et je dirais, en fait, en gros, le meilleur soutien, c'est d'être là et de se lancer aussi dans la bagarre. Et on se donnera les moyens de se protéger et de soutenir. Mais voilà, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est d'être de plus en plus nombreux et que tout leur fantasme de on peut plus rien dire, mais en fait, ils finissent par fermer leur gueule, quoi, parce qu'en fait, ils disent que des conneries. Et donc, il y a des choses tellement plus intelligentes à penser, à discuter. Donc, voilà, je dirais ça. Il y a, en parlant justement d'être de plus en plus nombreux, il me semble que dimanche prochain, il y a un vote dans le 20e arrondissement. Et justement, Léa Félin et Insta Live en parlaient. Elle parlait de Danielle Simonet, donc, qui est candidate insoumise sur la législative partielle. Et si j'en crois les réseaux sociaux, tu étais présente aujourd'hui sur le terrain. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? En fait, j'y étais ce week-end, ce week-end-là. C'était la deuxième fois parce qu'en fait, comme les dates ont été changées, c'était vraiment super chouette. Enfin, les camarades, ils ont fait un travail de ouf. En fait, du porte-à-porte, je crois qu'ils ont passé au peigne fin toute la circonscription. Donc, c'est ce dimanche le premier tour et ensuite, une semaine plus tard, le deuxième tour. Et on espère bien que Daniel sera au second tour parce que c'est une élue voilà, aussi extraordinaire de terrain et que nous, ça nous fera du bien euh, d'avoir une 18e députée. En fait, on a fait du porte-à-porte dans le 20e arrondissement. En fait, il se trouve qu'on avait commencé le porte-à-porte et puis on est tombé sur une mère de famille qui avait un dégât des eaux. Enfin, c'était horrible. Et donc, en fait, du coup, Daniel, voilà, je ne sais pas pour celles et ceux qui la connaissent, je pense que vous imaginez bien tout de suite, elle prend son téléphone, elle l'organise, etc. Donc, en fait, on s'est retrouvés
à aider une personne qui se retrouvait voilà, sans rien, personne qui appelait, etc. Et je trouvais que c'était, enfin voilà, c'était une belle manière en fait de faire campagne parce que en vérité, nous, on est en campagne permanente en fait. On ne fait pas juste campagne quand c'est les élections, même si là, là, il y a cet objectif-là. Mais dans le quotidien et comment on essaie d'aider à l'auto-organisation des gens, etc. En fait, c'est ça aussi faire campagne. Et donc voilà, on a passé cet après-midi-là dans le 20e à faire du porte-à-porte et puis à essayer de donner des coups de main aux habitants et aux locataires des HLM qui sont souvent pas très bien traités par les bailleurs hein, parce que c'est des classes populaires, quoi, en bonne partie. Et donc, ouais, c'était vraiment bien. En fait, il y avait plusieurs équipes qui étaient dispatchées dans le 20e. Et voilà, donc si vous connaissez des gens qui habitent dans le 20e arrondissement, faites passer le message. Et ça peut jouer à vraiment pas grand-chose en fait, parce que bon, en plus comme c'est une législative partielle, tout le monde n'est pas toujours au courant et il y a vraiment un enjeu à mobiliser, même des gens, je pense, qui auraient pu être d'accord, mais qui n'ont pas capté que c'était là ce dimanche et que voilà. Donc faites vraiment passer le message parce que ça va faire du bien à la lutte en fait, d'avoir une 18e députée comme Danielle Simonet à l'Assemblée. Euh, Merci. Il y a Pierre Moscomiul qui dit quel plaisir de vous avoir vu, Daniel et Daniel, aller soutenir le théâtre de verre dans le 20e. Oui, Ouais. on avait fait ça aussi. Ouais. Il y a Djoukov 1943 qui dit bonsoir. Et je vais la retrouver. Et on avait une question de Mecto2 qui était sur les réseaux sociaux dans la politique, qui demande le rapport aux réseaux sociaux dans la politique, notamment sur Twitter où il y a énormément de journalistes politiques. Oui, en fait, c'est devenu une extension de l'espace de débat et d'expression et de diffusion des idées politiques, ça, clairement. Ce que je disais, nous, Daniel est déconnecté de Discord pour le son, donc on va la faire revenir. vous m'entendez? Ah, C'est bon, on t'entend. ok, d'accord, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, écoutez, on va, tant que ça marche, je vais essayer de répondre rapidement. Alors, ouais, donc oui, en fait, il y a un côté à la fois, alors, on en parle toujours de la chambre d'écho des réseaux sociaux et notamment de Twitter, parce que voilà, c'est un peu les mêmes genres de personnes, mais c'est vrai que c'est quand même un espace d'expression, ne serait-ce que pour faire connaître ce qu'on fait, quoi. Et je pense que nous, ce qu'on a réussi à construire, c'est quand même une visibilité sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais sur Facebook. Je pense que voilà, une de celles qui fait des cartons euh, chez nous, c'est Mathilde Panot, avec qui est une tribunicienne. Voilà, je pense. Elle a une trempe mélanchonienne de ce point de vue-là, quoi. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là. Et donc, voilà, la diffusion de ces vidéos, notamment sur Facebook et même sur Twitter, sont vraiment importantes. Et en fait, les réseaux sociaux, voilà, c'est aussi un média pour, pour s'adresser au plus grand nombre, quoi. Donc, en se disant bien, en fait, en gardant en tête que c'est pas la majorité, mais ça permet aussi de construire des rapports de force et ça permet aussi en fait de mettre la pression sur les médias dits traditionnels parce que c'est là aussi où ils viennent faire leur marché pour le pire, tu vois, quand ils reprennent en boucle les obsessions de l'extrême droite qui est très offensive, mais aussi voilà où on arrive voilà à faire des démonstrations de force euh, sur ces réseaux-là. Donc ouais, c'est devenu une extension. Enfin moi sur euh, le nos interventions, ça va de l'intervention de 2 minutes à l'Assemblée à une question écrite à voilà, une émission sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est vraiment dans la continuité de tous les outils de diffusion des idées qu'on utilise. Et puis là, en plus, on a mis en place, on a une équipe au mouvement assez extraordinaire
qui fait un travail de ouf. Et qui a mis en place notre propre réseau social, Action Populaire, et qui donne aussi en fait une forme, alors avec les limites, hein, parce que bon, voilà, on n'est pas maître de l'internet et on sait aussi les GAFA et tout ce que vous voulez, quoi, mais voilà, ça donne aussi, c'est un outil, je crois qui permet des choses qu'on a peu réussi à faire dans l'histoire militante. Voilà, c'est-à-dire la capacité de s'intéresser instantanément à des milliers de militants en même temps, d'envoyer des infos, d'envoyer des outils. Je trouve que c'est une arme aussi euh, politique et organisationnelle très forte, quoi. Et donc voilà, dans le panel de nos outils, les réseaux sociaux, les médias sociaux en sont un très, très fort. Après, nous, voilà, nous, en 2017, et on espère de pouvoir le refaire là pour 2022, c'est aussi la mobilisation, la présence dans des grands événements, parce que ça donne de la force. Et donc ça aussi, c'est un enjeu. Donc on articule toujours une présence et une visibilité, une stratégie sur les réseaux sociaux avec l'organisation d'événements physiques aussi, parce que la lutte, c'est aussi ça. En fait, c'est des gens de chair et de chair et de sang, et d'avoir ce contact-là, il est ultra important, quoi. Alors, il y a Istalife qui rappelle que Booba avait partagé une vidéo de Mathilde Panot dans le top du cool, on a ça. Mais Euh, elle est ouf, cette meuf. Enfin, vraiment, moi, je la trouve impressionnante, quoi. Elle fait de ses inters à la ouais, mitraillette, quoi. Elle dégomme. Et souvent, c'est très, très drôle. Enfin, voilà, c'est une vraie tribunicienne. On parle beaucoup de Mélenchon, le tribun, mais Panot, c'est de la bombe, quoi. bah, cet après-midi encore, sa QAG, on va la remettre dans le Ouais, chat sur la pauvreté. Elle ouais, était incroyable sur les 10 millions de pauvres. ouais, ouais. Elle est très, Euh, très, et elle est très, très forte. il y a Mohamed M. 1211 qui dit que Ruffin aussi est très bon sur ça et qu'il ne rate jamais ses bulletins depuis sa cuisine. Avec ses carreaux rouges. Ouais. Longtemps que j'ai pas regardé. Le petit Euh, intérieur de François Ruffin. mm, les conseils d'éco. Mm. Et maintenant qu'on est sur les questions d'Assemblée nationale, on voulait revenir ce soir sur une proposition de loi, si je ne me trompe pas, projet de loi, qui est sorti le 18 sur la question du cannabis, avec cette tribune qui est parue ce week-end d'Éric Coquerel, qui appelait à la légalisation et qui commençait à toucher du doigt la dépénalisation, il me semble, des autres substances. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Alors, en fait, la proposition de loi à l'initiative d'Éric Coquerel a été présentée aujourd'hui à l'Assemblée. Donc, elle est en ligne. Vous pouvez la retrouver si vous tapez sur le site de l'Assemblée nationale. Vous mettrez Éric Coquerel. Et puis, euh, en fait, c'est la lutte contre les trafics. C'est ça l'acte. Donc, déjà, en fait, ça fait partie quand même des. Alors, juste pour dire, c'est une proposition qui est signée en fait par par des députés de la France Insoumise, mais aussi par d'autres députés, en fait, d'autres groupes, donc qui est vraiment transpartisane, qui s'inscrit dans les propositions que nous, on a pu faire à la France Insoumise, donc depuis déjà 2017, que la question de la légalisation du cannabis, Jean-Luc Mélenchon était le seul candidat, un des seuls, je crois que Hamon aussi avait repris cette proposition-là de légalisation du cannabis. Moi, je me suis retrouvée en fait à travailler aussi sur le sujet en commission des lois par d'autres biais en fait, par d'autres problématiques. Mais donc on a beaucoup travaillé avec Hugo Bernalicis aussi, qui faisait partie. Et il y a une commission d'enquête à l'Assemblée avec d'autres députés qui a aussi bossé là-dessus. Et donc voilà, c'est aussi il y a deux dimensions en fait dans cette proposition. Donc il y a la question de la lutte contre les trafics parce que, en fait, la meilleure manière de lutter contre les trafics, c'est de légaliser, donc en tout cas légaliser le cannabis. Et puis, c'est aussi assumer une réalité qui est celle, en fait, d'une consommation de masse. Et surtout, en fait, l'échec de la politique répressive actuelle. C'est-à-dire je crois qu'on a fêté les 60
les 50 ans, je crois, de la loi. C'est la loi de 1970, en fait, qui réprime la consommation de stupéfiants et donc dans le cannabis. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans le pays, pour ce qui est du cannabis, où il y a, il y a la plus grande consommation en Europe, quoi. On a la loi la plus dure et c'est la plus grosse consommation. Et donc, en fait, voilà, c'est aussi partir d'un constat, en fait, la répression, en fait, ça marche pas. Et de manière générale, en France, en Europe, mais aussi dans le monde, la guerre contre la drogue, comme ils appellent ça, enfin, j'ai l'impression que Darmanin, il s'est levé, il a cru qu'il était dans les années 90 et aux États-Unis, et puis voilà, la war on drugs, quoi, il s'est fait ce trip-là, et il nous resserre ça là maintenant. En fait, c'est juste un échec désastreux. C'est un échec en termes sanitaires, de santé publique, parce qu'en fait, ça met les gens, notamment les plus vulnérables, parce que c'est pas la majorité en fait des gens qui consomment du cannabis ou même d'autres drogues. En fait, voilà, c'est pas ceux qu'on voit le plus qui sont les plus vulnérables. Moi, je suis dans le 18e et le 19e. On a une situation avec une consommation de crack dans l'espace public qui est vraiment très problématique, d'abord pour les personnes concernées. Mais donc, ça met les plus vulnérables, en fait, en plus grande vulnérabilité parce que c'est illégal et qu'ils peuvent être réprimés. Ça ne fait rien contre le trafic. Ça fait passer pour la police une bonne partie de leur temps, en fait, à courir après, voilà, 3 dealers, 3 guetteurs et 3 grammes de shit. Et en fait, ils le disent eux-mêmes, en fait, les policiers, qu'une bonne partie de leur temps, il est utilisé pour ça, en fait, alors alors qu'ils devraient le mettre leur temps à s'attaquer au trafic et à s'attaquer véritablement, en fait, à l'économie l'économie mafieuse et illégale. Et pour ça, en fait, il ne faut pas qu'ils passent leur temps voilà, à stationner, à mettre du bleu partout. Bref. Donc, en termes de santé, en termes de sécurité, en fait, c'est un échec total, la politique. Donc, on part de ce constat-là. Et puis aussi, du coup, de l'expérience d'autres pays, en fait, qui ont testé des voies alternatives. Donc, il y a notamment l'expérience du Portugal, où donc là, il y a une dépénalisation de toutes les drogues, mais où on voit, il y a plusieurs États aux États-Unis qui légalisent le cannabis. Voilà, il y a des expériences comme ça qui montrent que c'est possible d'encadrer les choses, de réguler, comme ça se fait sur d'autres substances comme l'alcool, comme le tabac, et qui permettraient en fait de mener à la fois une vraie politique de santé publique, de prévention et d'encadrement des usages, et qui, voilà, qui permettrait de mettre des ressources pour lutter contre les trafics, voilà, qui serait mieux les ressources de la police seraient mieux utilisées dans ce cas-là. Et donc, voilà, c'est un peu ce constat-là qui a donné naissance à cette proposition de loi pour lutter contre l'actif et donc, dans lesquelles la question de la légalisation du cannabis est importante. Et nous, on a travaillé avec Hugo, par ailleurs, à des propositions de loi cadre qui reprennent voilà, ces idées-là qui enrichissent la proposition. Mais ce qui est important, je vais finir là-dessus, ce qui est quand même important, c'est en fait, on se rend compte que là aussi, il y a une déconnexion entre le discours politique et médiatique, donc voilà, notamment aujourd'hui, Darmanin, etc. Et en fait, la réalité des gens, en fait, où quand on a fait une consultation sur le site de l'Assemblée, justement sur cette question-là, en fait, il y avait une majorité de personnes, de gens, en fait, qui étaient favorables à la légalisation du cannabis. Donc, en fait, je trouve il y a en fait, dans la conscience des gens et dans la réalité, euh, les politiques et les médias sont beaucoup plus réactionnaires en fait que la population. Ils utilisent souvent en fait des arguments de dire ouais les gens sont pas prêts, etc. Ils ont peur et compagnie. Mais en fait c'est souvent pour des raisons politiciennes en fait et Macron clairement c'est là-dessus en fait qui joue électoralement pour flatter un certain électorat. Mais euh, mais en fait il y a des majorités, enfin il y a une majorité de la population qui est pour la légalisation, quoi. Et avec de bons arguments et pour de bonnes raisons. Et donc, c'est possible de le faire, quoi. Euh, Il y a pas mal de réactions dans le chat là-dessus. Je vais noter la réaction de Istalife qui dit en plus des fois, c'est même pas de la drogue qu'ils attrapent, mais de la poudre de fraise tagada. Rappelons-nous quand même des... Ouais, un peu Il y a Mecto2 qui pour dit considération. Darmanin, c'est la farce de la tragédie Reagan. Euh, Ouais, je pense. et Miss Rigounette nous rappelle que fumer de la fraise tagada, c'est pas top.
Donc, en parlant de ce sujet, on a vu ton agenda de la semaine. Et du coup, demain, tu vas au Jardin des Halles sur donc une zone qui est vraiment très touchée par la consommation du crack. Il y a énormément de Mm. collectifs de riverains qui se mobilisent. Donc, tu as déjà parlé des solutions du gouvernement, mais pour toi, en tant que député, ou c'est ton territoire, c'est ta circonscription, c'est quoi tes propositions et tes solutions pour ça? Bah, d'abord, c'est pas juste ma circonscription, c'est là où je vis, quoi. C'est-à-dire que moi, j'habite dans le 19e et voilà, et je passe tous les jours au Jardin des Halles pour aller dans mon local parlementaire. Et en fait, les conséquences de l'inaction politique ou de la mauvaise action politique, on l'a vu et on le voit en fait quand on habite dans le nord-est parisien, avec les expulsions récurrentes de ce qu'on appelait la colline du Crac, porte de la Chapelle, et où en fait les gens se sont retrouvés parce qu'en fait ils n'avaient pas prévu en fait la prise en charge suffisante. Ben, tu te retrouves avec des gens euh, qui errent en fait dans la ville, et donc voilà, et ça c'est assez frappant, c'est assez violent. Moi en fait j'ai pris le goût au départ en fait d'essayer de comprendre l'histoire, parce que ça date pas non plus d'hier en fait. Il y a comme ça une politique qui est menée depuis un certain nombre d'années. Donc déjà de comprendre en fait l'histoire de la drogue et des usages de drogue dans le 18e et dans le 19e. Donc j'avais rencontré beaucoup d'associations, donc notamment Coordination Toxicomanie, ce genre d'associations qui ont cette histoire-là, qui ont surtout l'histoire aussi de la réduction des risques. Donc ça, c'est vraiment l'angle, moi, que j'ai priorisé, la question de la réduction des risques euh, en termes de consommation de drogue. Donc là, c'est donc au sens large. Il y a aussi notamment Médecins du Monde qui a beaucoup travaillé sur le sujet. J'avais rencontré aussi des magistrats en fait qui sont spécialisés dans la lutte contre les trafics, parce que c'est voilà, c'est essayer de comprendre le phénomène de la drogue et des consommations, mais c'est aussi la production de drogue. Et voilà, et des professionnels qui accueillent les usagers de drogue, donc notamment dans des centres d'accueil, dans des centres d'accompagnement. Et donc, sur la base, en fait, de tout ça, de ce diagnostic, j'ai été visiter la seule salle de consommation à moindre risque qui existe en Île-de-France, donc c'est à Paris, dans le 10e, et il en existe une deuxième qui est à Strasbourg, voir un peu comment ça fonctionne, en fait, et en fait, si c'était utile et intéressant. Et donc, du coup, j'ai interpellé depuis 2018-2019 le gouvernement en disant, en fait, il faut prendre en charge et avoir une optique, en fait, médicale et sociale, parce que, en fait, en plus de l'addiction, et de l'addiction qui leur fait courir des risques de santé très graves pour les personnes toxicomanes, c'est souvent en fait une situation de très grande précarité, en fait, déjà économique, sociale, mentale aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles. Donc en fait, c'est autant en fait ça auquel il faut répondre, que voilà, l'addiction, la consommation en soi. Et donc voilà, pour accélérer, pour résumer, du coup, à partir de ça, moi, des questions d'ailleurs que j'ai posées au gouvernement, et des demandes qui sont portées notamment par les associations et les professionnels, c'est la première chose, c'est qu'il faut en fait le problème principal, à la fois pour les personnes concernées, les usagers et les agents de drogue, et pour les riverains, parce que la réaction, c'est aussi celle des personnes qui habitent dans le 18e, dans le 19e, qui voient les situations parfois très dégradantes dans lesquelles se trouvent les personnes, et qui disent, mais en fait, il faut faire quelque chose. Donc la première chose, c'est le problème, c'est que c'est dans l'espace public, c'est des personnes qui consomment dans l'espace public. Et ben, il faut trouver des lieux de consommation, pas dans l'espace public, où les personnes vont avoir moins de risques en consommant. Et donc, c'est la première chose, c'est les salles de consommation en fait à moindre risque. Et on sait en plus que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a eu récemment une étude de l'INSERM, d'un centre de recherche français, qui montre que à Paris et à Strasbourg, il y a eu des résultats positifs en fait en termes de santé publique, mais aussi en termes de tranquillité. Donc, plus de salles. Les associations estiment que sur la région parisienne, il en faudrait au moins 6, dont 4 à Paris. Et ça ne veut pas dire que ce serait que dans le 18e et 19e, mais ce qui est sûr, c'est que une dans le 10e, ça ne suffit pas, quoi. Il en faut au moins une dans le 18-19, et aussi dans d'autres communes de l'Île-de-France.
Donc, il faut des salles pour que les gens, ils soient pas en train de consommer sur le trottoir, mais ils soient voilà, dans des cadres avec en plus des intervenants sociaux qui vont pouvoir construire un travail d'accompagnement. Il faut des salles, il faut de l'hébergement, parce que ça, c'est aussi une des dimensions de la très grande précarité des personnes toxicomanes, c'est qu'elles n'ont pas d'hébergement. Donc, il y a la question de l'hébergement. Le troisième, et qui n'est pas juste un hébergement d'urgence, mais qui doit être un hébergement pérenne à terme. Et ça rejoint la question de l'hébergement et plus globalement, et ça ne concerne pas que les toxicomanes, mais en particulier par ces personnes-là. Et le troisième aspect, c'est sur, en fait, il faut des professionnels de l'accompagnement médico-social. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils ont envoyé des flics qui se retrouvent en fait à faire du gardiennage de nuit, c'est-à-dire ils ont décidé de déplacer le problème de la place Stalingrad au Jardin des Halles, où ils maintiennent les gens de manière un peu chelou au Jardin des Halles. Et puis, en fait, vous avez des flics qui sont là, mais qui servent absolument à rien, en fait. Et ils le disent d'ailleurs. Nous, on est là pour les caméras. C'est juste hallucinant. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce ne soient pas des policiers, mais que ce soit des travailleurs sociaux, des accompagnants, etc. Ils savent, eux, comment accompagner ces personnes et comment voilà, construire un parcours de réinsertion, un parcours de soins, un parcours voilà. Et donc c'est ça en fait. Donc du coup, il faut plus de travailleurs sociaux, plus d'accompagnants médico-sociaux avec un vrai statut parce que c'est aussi des personnes qui sont confrontées à de plus en plus de précarité, à voilà, de moins en moins de moyens. Et donc pour moi, c'est ce triptyque-là en fait. C'est salle de consommation, la question de l'hébergement et la question des accompagnants. Et pour moi, c'est vraiment ça que je mets en avant. Et cette discussion-là à voir avec les riverains, parce il y en a qui entendent ça, qui portent d'ailleurs la demande de salle de consommation, d'autres qui sont plus dubitatifs. Et donc, voilà, faut essayer d'avoir cette discussion-là pour qu'on mette ensemble la pression sur le gouvernement, parce qu'au définitif, c'est le gouvernement qui a les clés, quoi, en termes d'intervention, le ministère de la Santé et des Solidarités, les ministères de logement, c'est eux qui peuvent débloquer les moyens véritablement pour avoir une intervention qui serve vraiment à quelque chose, quoi, et pas juste mettre des flics qui par ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire les flics, quoi, et ils vont pas arrêter ces personnes-là et les mettre en prison. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Du coup, c'est clairement pas ceux qui devraient être là, quoi. Donc voilà un peu là où on en est. Et, et voilà, moi, les propositions que je mets en avant sur ce sujet-là, et j'espère qu'on va arriver à avancer les choses. Et du coup, par ailleurs, il se trouve qu'il y a la proposition de loi présentée aujourd'hui avec Éric Coquerel, que j'ai co-signé, que Hugo Bernalicis a co-signé aussi, donc, et avec d'autres. Et puis, on va travailler aussi à une proposition de loi complémentaire vraiment axée sur la réponse médico-sociale. Pour dire, en fait, nous, si ce gouvernement-là n'est pas en capacité de prendre la mesure du problème et de toute évidence, il ne le fait pas, nous, on le fera, quoi. On a les outils prêts et on a les propositions qui sont prêtes quand on sera majoritaire, on l'espère en 2022, pour mettre en place les mesures qu'il faut. Voilà. Merci pour cette belle réponse. Et je pense que ça fait plaisir de voir que c'est pas un sujet qui est uniquement abordé notamment par les personnes de droite et que nous aussi on a des propositions pour changer. Alors il y a Warnook, c'est à l'instant Samy 92 110 qui viennent de s'abonner, donc merci à eux. Et dans le chat, il y a Pierre Moscomiul qui nous rappelle que sniffer de la réglisse n'est pas trop recommandé, effectivement, et qui demande ensuite plus sérieusement, il est sympa Édouard Louis avec un petit emoji qui a des cœurs, donc j'imagine que c'est un fan d'Édouard Louis. Il est adorable, c'est le meilleur. Il y a de quoi mettre des emojis. Et bon, bah, du coup, on va doucement se diriger vers la fin de cette émission. Mais du coup, Daniel, est-ce que tu veux un peu nous parler de ton actualité en ce moment? On a fait pas mal de tours de l'ANEN, de l'Assemblée nationale, mais pour toi, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les prochains rendez-vous importants? Alors moi, un des projets que j'ai beaucoup porté et qu'on va continuer à porter là, qui fait en plus la jonction dans la campagne entre les propositions qu'on a portées sur les questions de la transition écologique et la question sociale, c'est une proposition de loi sur la garantie d'emploi que j'ai présentée à l'Assemblée nationale en
le 6 mai dernier, et qui pour moi voilà, est vraiment la concrétisation d'un travail qu'on avait commencé en fait dans la Circo, puisqu'on avait fait au tout début du mandat des ateliers des lois avec des habitants, avec des juristes, avec plein de gens. Et c'était vraiment chouette de pouvoir, à partir de, voilà, de ce travail-là, qui s'est enrichi au cours des 3 dernières années, de pouvoir le présenter à l'Assemblée nationale. Donc on a ces propositions de loi, en fait, juste pour vous dire vite fait, la garantie d'emploi, en fait, c'est le principe du droit à l'emploi, c'est-à-dire ça s'adresse en priorité aux personnes qui sont au chômage de longue durée. Et l'idée, c'est que ces personnes-là puissent se rendre dans un pôle emploi et dire, voilà, moi, je veux exercer ma garantie d'emploi et à partir des besoins qu'il y a dans le quartier, dans le territoire, des besoins sociaux et écologiques, eh ben, en fait, on va créer un emploi parce que l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, en fait, c'est pas le travail qui manque. Il y a plein de travail à faire. Il y a énormément de choses à faire. Ce qui manque, c'est les emplois. Et donc, il suffit de les créer d'une certaine manière. Et donc, c'est ça un peu le principe. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. En fait, ça fonctionne en ce moment, aujourd'hui, déjà, en fait, sous le principe de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. C'est de ça qu'on est parti. C'est déjà une proposition qu'on avait dans le programme de 2017 et qu'on a un peu concrétisé et on s'est attaqué à cette proposition en disant voilà comment est-ce que ça pourrait fonctionner de généraliser ce principe-là. Et donc moi j'ai porté cette proposition de loi et en fait ça s'inscrit aussi dans le travail qu'on avait fait avec Mathilde Panot l'année dernière dans le cadre aussi de notre journée d'initiative parlementaire. On avait proposé une résolution visant à la bifurcation écologique et solidaire. C'est un peu l'équivalent en France du Green New Deal défendu par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis. Et c'était aussi une manière de donner les grandes lignes en fait, de notre stratégie de bifurcation, de transition écologique. Et donc, la garantie d'emploi, ça s'inscrit vraiment dans cette... c'est un des outils, en fait, de notre stratégie de bifurcation écologique et qui fait le lien, justement, entre transformation écologique et nouveaux droits sociaux. Et donc, ça, c'est un projet qu'on a défendu à l'Assemblée nationale qui a été rejeté par la Macronie, mais sur lequel on va continuer à travailler. Et donc là, localement, avec l'équipe, on va réfléchir à comment est-ce qu'on traduit ce projet-là sur le terrain. Il y a des expérimentations, des projets d'expérimentation dans le 18e et 19e. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je vais continuer à travailler. Et aussi, ben, du coup, dans la lignée du travail avec Hugo Bernalicis à la Commission des lois, on prépare des lois cadres. En gros, l'idée, c'est de dire les 100 premiers jours d'un gouvernement insoumis et autres, fédéré, avec toutes les forces fédérées avec qui on aurait gagné en 2022. Voilà, on prépare en fait de grandes lois qu'on mettra en œuvre. Voilà, on a les 100 premiers jours en 2022, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, avec Hugo, on a commencé des auditions sur les grands axes de notre commission. Notre commission, en fait, elle s'occupe des questions de justice, des questions notamment de sécurité et des droits et les libertés. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur droits et libertés. Et donc, voilà, on va préparer ces lois cadres, ces grandes lois cadres qu'on présentera et auxquelles vous pourrez participer d'ailleurs, parce que l'idée c'est de faire comme à l'Assemblée nationale avec des amendements, mais citoyens, et on les déposera en tant que tels à l'automne. Donc voilà, c'est un peu les gros chantiers sur lesquels je travaille à l'Assemblée en ce moment. Et puis on prépare aussi sur le terrain les comptes rendus de mandat en juin, donc dans le 18e et dans le 19e. Et c'est toujours chouette, en fait, comme moment, vraiment de pouvoir expliquer aux gens, en fait, comment on travaille. Donc c'est moi et puis toute l'équipe, parce que les députés, ils ne travaillent jamais seuls. On travaille, on réussit à faire tout ce qu'on a réussi à faire parce qu'on a nos équipes. Et donc c'est vraiment un moment collectif de rendre compte un peu du boulot qu'on fait et puis voilà, d'avoir des échanges un peu avec le maximum de gens possible. Donc ça va être d'ici un mois un gros rendez-vous aussi qu'on construit avec toute mon équipe, voilà, pour ce qui est du travail purement parlementaire. Et puis par ailleurs, voilà, on a tout le temps toutes les mobilisations, toutes les luttes, tout ce qu'on suit. Mais voilà, pour résumer un peu les chantiers en cours et à venir sur lesquels je travaille. Et voilà, que
dont vous pourrez vous informer, sur lesquels vous pouvez vous informer, voilà, sur les réseaux sociaux, sur mon site, et voilà, on continuera à diffuser tout ça. Alors, ultime question qui a été reposée. Donc là, on prend le dernier tour de questions, après on arrête. Il y a Ouais. Falco Peregrinus 12 qui dit: la plainte contre l'odieuse invitée de I24 a-t-elle des chances de donner quelque chose? Ben, on espère bien, puisque en fait, on n'était pas sûr de pouvoir déposer plainte parce que c'est une télévision israélienne. Et donc, en fait, voilà, on a pris conseil auprès des avocats du mouvement et a priori c'est possible et donc on va aller jusqu'au bout parce que ce que je disais au départ en fait c'est juste plus possible quoi en fait d'évoluer dans un climat aussi toxique indépendamment des accords qu'on peut avoir. Et en plus nous à la France Insoumise on n'a jamais eu peur de la confrontation. On n'a jamais eu peur du débat, même vif, et on pense que c'est aussi ça la démocratie. Mais là, on n'était plus dans le débat. Donc on a déposé plainte. Et moi, en fait, c'est aussi une expérience euh, de comment utiliser aussi en fait l'arme judiciaire. Et j'ai pas du tout cette, euh, cette fibre-là dans le sens où, pour moi, enfin voilà, c'était pas une arme politique en tant que telle, la justice et la question d'utiliser ses droits. Mais c'est vrai que moi, mon expérience des dernières années fait que je pense que voilà, il faut pouvoir utiliser aussi la justice pour dire le droit en fait, pour faire ne serait-ce qu'appliquer la loi quoi, parce que c'est quand même la loi quoi. La diffamation, l'injure, le racisme, le sexisme, voilà, ce sont des délits quoi, tout ça. Et donc, il faut que les personnes qui sont rendues coupables soient sanctionnées. Donc on va aller jusqu'au bout. On espère qu'il y aura une sanction et de ça, et comme de tous les actes qui visent non pas à mener un débat politique, mais à disqualifier, quoi, parce que voilà, c'est aussi une stratégie politique de vouloir disqualifier la France insoumise en nous accolant des infamies et, et en essayant de rendre notre discours inaudible, quoi. Donc on ne va pas se laisser faire. Et donc voilà, on a lancé la procédure, on espère qu'elle arrivera à son terme. Donc on vous tiendra aussi au courant de tout ça, puisque ça fait partie, je pense, de la bataille aussi politique à mener, de ne plus rien laisser passer d'exiger que ben, les fauteurs de troubles et les fauteurs de haine et les semeurs de haine ben, soient sanctionnés. Bah, merci beaucoup pour cette dernière réponse et pour cette émission. C'était vraiment super, super, vraiment très intéressant. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que dans le chat, tout le monde a apprécié, a beaucoup appris. Et encore merci pour le travail que tu mènes à l'Assemblée nationale. Parce que c'est vraiment super et on a besoin de personnes comme toi. Il y a Miss Rougounette qui dit tu es top Daniel. Tech qui dit Merci. merci Madame Obono. Donc voilà, tout le monde te remercie. Du coup, bah, Eh ben, c'est pas tous les remerciements, mais il va falloir vous y mettre, hein, parce que nous, on a fait le baptême du feu, là. On y a aidé les images et tout. On sait maintenant. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que si on est majoritaire, et pour qu'on soit majoritaire, il va falloir avoir du monde qui fasse le boulot. Donc préparez-vous, les gens, parce que, voilà, on a été, là, on va dire, l'avant-garde pour que tout le reste du bataillon arrive après, quoi. Donc, c'est à votre tour bientôt. eh bien, bon entendeur. Euh, du coup, merci, merci encore, merci au chat et on vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, on vous invite à rejoindre la chaîne de Danny Culigula qui est en live. On va lancer un raid chez lui. Arrête. Voilà. Super. Salut tout le monde, merci beaucoup, c'était très chouette. Merci. Salut! Salut.